Place maintenant au focus. Nous vous emmenons aujourd'hui à Rosette, dans le nord de l'Égypte. C'est de cette ville côtière que partent des centaines de migrants direction l'Italie. Mais les drames sont nombreux. Fin septembre, un navire a fait naufrage à une dizaine de kilomètres des côtes. Plus de 160 personnes ont perdu la vie. Beaucoup de mineurs faisaient partie des victimes. Pour ces jeunes, l'Égypte n'offre aucun avenir. Ils n'ont donc qu'une solution: fuir. Nos journalistes se sont rendus à Rosette pour rencontrer ces jeunes candidats au départ. C'est un reportage signé Nadia Blétry, Sophie Anmut et Éric de la Varenne. Abdallah vient d'échapper à la mort. Le 21 septembre dernier, il a tenté de traverser clandestinement la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Mais son bateau a coulé au large de l'Égypte. Tous n'ont pas eu comme lui la chance de survivre. Ce jeune homme de 17 ans, qui a perdu des proches, est aujourd'hui hanté par les images du naufrage. Ça, c'est la barque qui a coulé. Tu vois là, ce sont les gens qui se sont noyés. Moi, j'avais attrapé un morceau de bois dans l'eau et Dieu m'a protégé. Il a fait venir un bateau de pêcheurs, des gens du coin, des gens de notre village. Mais jusqu'à présent, il y a encore 2 de mes amis dont je n'ai aucune nouvelle. Ils ont disparu. On ne sait pas où ils sont, ou alors ça veut dire qu'ils se sont noyés. Les 2 amis d'Abdallah avaient 15 et 16 ans. Comme eux, de plus en plus de mineurs risquent leur vie pour fuir l'Égypte. L'année dernière, 66% des Égyptiens arrivés clandestinement en Italie avaient moins de 18 ans. Le village de Géziret El Radra, dans le nord du pays, a vu mourir plusieurs de ces jeunes lors du dernier naufrage. La famille Abou Mostafa, qui vit dans des conditions misérables, a poussé 2 de ses enfants adolescents à prendre la mer. Oui, je les encourage à partir car je suis fatigué et malade. Ici, on n'a pas d'eau potable, pas d'égout. Quant à l'électricité, c'est aléatoire. C'est ça notre réalité. On n'a vraiment rien. On n'a pas d'argent, pas de revenus, rien du tout. Et il n'y a même pas d'hôpital pour se soigner. Les mineurs qui quittent l'Égypte le font surtout pour des raisons économiques. Les parents espèrent ainsi que leurs enfants pourront venir en aide à toute la famille. Mais depuis le dernier naufrage, Karim a changé d'avis. Même si on n'a rien à manger, il ne faut plus tenter de traverser maintenant. Parce que c'était trop horrible de voir les cadavres des adultes et ceux de nos enfants. Pour que les mineurs ne repartent pas, une association locale aide les plus pauvres en leur construisant des maisons. Ce jour-là, Walid Abdel Khaled vient voir l'avancée des travaux. Mais il a bien conscience que son soutien est limité. Avec des aides de l'État et de la communauté internationale, on tente de fixer ces jeunes ici pour qu'ils n'aillent plus se jeter à nouveau dans la mer. Mais pour ça, il faut 2 choses, un lieu de vie décent et un travail. Nous, on a commencé à faire ce qu'on pouvait pour leur donner un cadre de vie convenable. Par contre, il n'y a toujours pas de travail dans ces villages. Côté gouvernement, on affirme que le développement est la clé pour maintenir les jeunes Égyptiens dans leur pays. Pourtant, jusqu'à ce jour, aucune action concrète n'a été engagée dans les gouvernorats les plus pauvres, régions traditionnellement abandonnées par l'État. De son côté, le comité interministériel chargé de la lutte contre l'immigration illégale estime que l'Égypte ne pourra pas s'en sortir seule. Au lieu de payer et de dépenser de l'argent dans des patrouilles et pour la sécurité, oui, j'aimerais que l'Europe finance des projets de développement en Égypte en prenant en considération les besoins des gouvernorats ayant le plus haut taux de migration clandestine. Je nie pas la responsabilité de notre gouvernement, de notre pays. Nous sommes responsables, mais une aide sera la bienvenue. Elle sera bénéfique pour nous et pour vous. Aujourd'hui, l'Égypte s'enfonce dans une crise économique profonde. Les plus jeunes, malgré les dangers de la traversée, n'ont qu'une idée en tête, l'Europe, qu'ils considèrent comme un Eldorado. À Géziret El Radra, Karim et ses amis comptent bien partir à la fin de l'hiver. On n'a pas de travail. On n'a pas de vrai travail. Moi, en conduisant mon tuk-tuk et en m'épuisant toute la journée dessus, je ne gagne que 15 guinées. Ça ne suffit même pas à m'acheter des vêtements. Il n'y a pas d'éducation ici, je ne sais pas lire et écrire. En Europe, par contre, tu as une belle vie, tu as de l'argent et du travail. Dans ces villages, les jeunes retiennent surtout les histoires de migrants qui ont réussi à bâtir leur fortune en Europe. Mais ils retiennent moins souvent que le trajet de l'Égypte vers l'Italie
est l'une des routes les plus dangereuses de Méditerranée. Et pour parler de cette situation en Égypte, nous sommes avec Pauline Brucker. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante au CERI, le Centre de recherche internationale à Sciences Po Paris, associée également au Centre d'études des migrations et des réfugiés. Ce reportage, un de nos correspondants en Égypte, est criant. Comment dissuader ces jeunes de fuir vers l'Europe alors que finalement, on leur offre rien. En Égypte, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas l'espoir d'en avoir un jour. Oui, tout à fait. Mais, du coup, l'utilisation du mot dissuader est intéressant puisque c'est ce qui met vraiment en exergue le cœur des politiques européennes qui, du coup, influencent les politiques égyptiennes depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est qu'on essaie de dissuader ces jeunes alors qu'on voit bien que la situation actuelle en Égypte, au niveau politique, économique et social, est dramatique. Et ces jeunes qui étaient encore plus jeunes au moment de la Révolution, qui ont vu leurs aînés souvent participer au mouvement politique, font partie aujourd'hui de cette génération désillusionnée. Et cette route qui s'est créée, qui s'est créée notamment avec les Syriens à partir de 2012-2013, a ouvert en fait cette possibilité de l'Europe qui n'existait pas aussi facilement avant l'arrivée des Syriens. Alors beaucoup de sujets bien sûr à développer ensemble. D'abord revenons peut-être à ce qui est fait en Égypte actuellement. Une loi a été votée en octobre dernier pour lutter contre cette immigration clandestine. Est-ce que c'est une bonne loi selon vous ? Alors c'est une loi qui a été saluée par de nombreuses ONG égyptiennes, organisations internationales et puis évidemment les institutions égyptiennes. Personnellement, c'est une loi avec laquelle que je prendrai avec beaucoup de prudence. Je pense que le focus qui est mis sur la lutte contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains est très important. On a évidemment en tête la situation dramatique au Sinaï qui s'est un petit peu améliorée parce qu'il y a moins de trafic aujourd'hui, notamment parce que les flux par le Sinaï vers Israël se sont interrompus. En revanche, ce qui est très problématique, c'est le lien qui est fait en fait entre les trafiquants et l'immigration illégale. Et le fait que ces deux choses soient mises sur le même plan est une forme de criminalisation de la migration qui est très inquiétante. Et si on creuse plus en avant dans le contenu de cette loi, certains articles se veulent très protecteurs des droits des migrants, qu'ils soient égyptiens ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des Égyptiens qui partent. Il y a aussi encore des Syriens et puis beaucoup aussi de demandeurs d'asile en provenance de la Corne de l'Afrique. Ces articles qui visent à les protéger laissent un peu planer un doute quand on voit la situation actuelle aujourd'hui où les détentions sont très importantes, des bateaux qui sont arrêtés en partance vers l'Europe et ces gens qui sont laissés dans des conditions de détention absolument déplorables dans la région d'Alexandrie, vers Rosette, sur la côte méditerranéenne, interrogent sur les motivations réelles du gouvernement égyptien à prendre soin de ces migrants, puisque les articles parlent d'assistance juridique pour notamment régulariser les questions de statut pour ceux qui ne sont pas égyptiens et puis aussi d'assistance humanitaire, etc. Mais on sait très bien que si ces gens ont envie de partir, c'est aussi parce qu'ils ne trouvent pas en Égypte la possibilité de rester. Donc évidemment, aller à prendre avec beaucoup de prudence. On entendait dans le reportage une femme dire voilà, l'Europe devrait financer plus des projets de développement en Égypte plutôt que financer par exemple des patrouilles. Qu'en pensez-vous ? Bon, alors ça, c'est un peu le vieux leitmotiv quand même des politiques migratoires qui cherchent par le développement à essayer en fait de tarir les flux migratoires. Bon, encore une fois, moi j'ai du mal à y croire. L'OIM, depuis des années, fait des campagnes de prévention en Haute-Égypte, en Basse-Égypte, pour essayer de dissuader les gens avec des programmes. On le voit aussi pour les réfugiés, les Syriens, les autres. On leur apprend à faire des petites choses, mais... En fait, c'est des réponses très ponctuelles à un problème qui est profondément structurel. Et je pense que tant qu'une réponse structurelle à la question de la mobilité ne sera pas apportée, c'est du colmatage. C'est pas des choses qui vont régler en profondeur. Et encore une fois, avec la diversité des gens qui empruntent ces routes, les Égyptiens, les Syriens, les Soudanais, les Somaliens, on voit bien qu'il y a une diversité de profils qui met en avant, encore une fois, la complexité des causes et des facteurs migratoires et qui montre qu'il n'y a pas une solution unique et
et les projets de développement, on doute de leur efficacité à faire tarir ces flux, notamment, disons, en contrepoint de ce que représente la possibilité de l'Europe dans les imaginaires égyptiens et autres. Le rêve européen reste très prégnant. Merci beaucoup, Pauline Brucker, d'avoir été avec nous pour décrypter cette situation en Égypte. Notamment, je rappelle que vous êtes doctorante au CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris. Restez avec nous, on fait une courte pause, à suivre la météo.